espérance nouvelle, choix du peuple, pour rendre une autre Côte d'Ivoire possible. Je dis à tout le monde, allez dire aux gens, le meilleur candidat pour 2025 s'appelle Tidiane Thiam. Pourquoi souhaitez-vous devenir le prochain président de la République de Côte d'Ivoire? Écoutez, il y a une série de raisons. Les premières raisons sont relatives à la situation du pays. Et je veux commencer par ça, parce que ce n'est pas une question d'ambition personnelle. La situation du pays n'est pas bonne, quoi qu'on dise. Il y a eu des progrès réalisés, et il faut aussi que ceux qui entendent ce discours arrive à entendre aussi bien le positif que le négatif, parce que je veille toujours à faire les deux et à dire les deux. Malheureusement, certaines oreilles n'entendent que le négatif. Donc, bien sûr qu'il y a eu des choses positives, il faut toujours respecter le travail d'autrui. Les gens travaillent jour et nuit, il y a des millions d'Ivoiriens qui travaillent jour et nuit, ils accomplissent des choses. Ça, c'est incontestable. Il y a eu des progrès réalisés, il y a eu des infrastructures réalisées, tout ça, c'est sûr. Mais j'en reviens toujours au problème fondamental que j'ai souligné à Soubré. Beaucoup d'entre vous étaient là-bas en juin 2024 quand j'ai dit, écoutez, la Côte d'Ivoire est 135e dans le monde en PIB par tête. Donc ça, c'est le niveau de richesse de notre pays comparé aux autres pays du monde. Il y a 193 pays dans le classement. On est 135e. Donc en développement humain, bon, j'avais consulté, moi, les statistiques accessible, qui disait qu'on était 166e. Ça a déclenché un tollé, puisqu'il semble que certains disent qu'on n'est pas 166e, mais 159e. Mais admettons, je leur accorde la 159e place. C'est quand même mieux. Quand vous êtes 159e sur 193, ce n'est pas un bon classement. Surtout si vous êtes 24 places en dessous de ce à quoi votre niveau de richesse ou de pauvreté relative devrait vous permettre d'arriver. Donc un gouvernement qui ferait rien d'extraordinaire devrait mettre la Côte d'Ivoire 135e en développement humain. C'est logique. Il faut que votre rang en développement humain reflète plus ou moins votre niveau de richesse ou de pauvreté. Je peux vous dire que le moins 24 qu'on a, c'est un des pires dans le monde. Le Rwanda est à plus 9. C'est-à-dire qu'ils sont classés mieux en développement humain qu'en PIB par tête. Le Togo est à plus 8. Ils sont classés mieux en développement humain qu'en PIB par tête. Or, pour moi, c'est aussi une déclaration controversielle, mais je la maintiens. La richesse, elle est créée par la société ivoirienne, par les travailleurs, par les paysans qui font du cacao, par les transporteurs, par les gens sur les marchés. Le rôle de l'État, c'est de prendre cette richesse et de la traduire en développement humain pour ceux qui la produisent. Donc la note de l'État, s'il y a une note sur 20, c'est l'IDH, ce n'est pas la croissance. Et donc, si on prend cette métrique-là, on a une mauvaise note. On a une mauvaise note. Donc il faut... Et d'ailleurs, je dis en passant qu'en 1999, la Côte d'Ivoire était 125e dans le monde en IDH. L'IDH existe depuis très longtemps. 125e, quand le PDCI a quitté le pouvoir. Donc c'est possible pour notre pays d'arriver à ce niveau de développement humain puisqu'on l'a fait par le passé.
les mêmes Ivoiriens. Quand on est 166e ou 159e, c'est vraiment un vrai problème. Donc pourquoi est-ce que je veux être président? Parce que c'est pour ça que je parle de capital humain, parce qu'il faut absolument... Et l'IDH, je l'ai expliqué souvent, mais ça mesure l'espérance de vie, ça mesure le nombre d'années d'éducation, en gros, pour les enfants, et le niveau de vie. Ce sont des choses tellement basiques qu'un État qui ne délivre pas ça a un vrai problème. Donc il faut que l'État soit dirigé. Je vais vous dire, je suis désolé, mais on a parlé du Sénégal, c'était toi qui parlais, William. Le PASTEF, si vous allez dans leur programme officiel, ils ont un objectif de rang IDH. C'est dans leur programme, vous pouvez aller regarder. Sonko et Diomaye disent on va amener le Sénégal de tel rang IDH à tel rang IDH. Nous, on a des gens qui disent l'IDH, on s'en fout. Ministre de la République, payé par le contribuable. On s'en fout de l'IDH. Il y a des pays qui prennent ça comme objectif et qui ont des stratégies pour améliorer leur IDH. Comment quelqu'un peut dire je m'en fous de l'espérance de vie, je m'en fous du niveau d'éducation, je m'en fous du niveau de vie dans un pays? Un haut responsable? Donc ça doit changer. Donc pourquoi je veux être président? Pour changer ça. Après, il y a des choses qui sont plus personnelles. Notre pays a besoin de réconciliation. Et là, on entre dans des facteurs qui sont fortuits. Mais je pense qu'il y a dans mon équation personnelle des éléments qui font que je pense que j'ai plus de chances d'être crédible quand je parle de cette réconciliation et plus de chances de la mener avec succès. Parce que je l'ai dit à Odiéné et ça a été interprété de façon diverse. J'ai dit je suis le premier musulman président du PDCI. Le point que je voulais souligner, ce n'est pas que je suis musulman, c'est que j'ai été élu démocratiquement, 96,48%, et ça a vraiment fermé la bouche à tous les gens qui traitaient le PDCI de parti anti-musulman, etc. Donc ça a complètement... Ça a complètement réglé ce problème-là. Voilà. Et c'est comme ça qu'on avance, en démontrant que des préjugés ne sont que des préjugés, ne sont pas basés sur des faits, qu'un musulman peut tout à fait être président du PDCI, que ça ne pose pas de problème. C'est aussi pour ça que j'ai tenu à aller à Odiéné, parce que j'avais dit en décembre à Yamoussoukro que le PDCI allait retourner dans le Nord. Moi, j'ai une vision de la Côte d'Ivoire où tout le monde peut aller faire campagne partout où il veut. Si le RHDP veut aller à Toumoudi, à Diboko, personne ne leur interdit. Et si le PDCI veut aller à Odiéné, ben, tant mieux. Mais une conception de la Côte d'Ivoire qui est complètement territoriale, avec chacun... il y a le Nord serait interdit au PDCI. Mais enfin, pourquoi? Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Donc, il y a vraiment un travail à faire de réconciliation. Moi, je viens d'une famille très œcuménique. Le président Houphouët-Boigny, pour nous qui étions près de lui, il a construit la mosquée, peut-être vous êtes trop jeune, mais il a construit la mosquée de Yamoussoukro bien avant de faire la basilique. Il a fait venir des ouvriers du Maroc en 65-66. Mon père était ambassadeur, il s'en est occupé à l'époque. Le roi Hassan II lui a donné les meilleurs artisans parce qu'il voulait avoir la plus belle mosquée, en disant que, comme je suis catholique, si jamais je fais une église, les gens vont dire que c'est parce que c'est ma religion. Mais moi, je suis rentré à Polytechnique grâce aux catholiques. Ça a été rappelé, mais j'ai fait mes classes préparatoires, maths sup, maths spé, à l'école Sainte-Geneviève de Versailles, qui est jésuite. J'ai été accueilli par les jésuites. Quand il y avait du porc à la cuisine, ils nous faisaient des plats spéciaux. Ils nous prêtaient la crypte sous l'église. Pendant mes 2 années de prépa, on a fait la prière du vendredi sous l'église, dans la crypte. Donc j'ai d'excellentes relations. J'ai été pendant longtemps au conseil d'administration d'une des plus grandes charités jésuites dans le monde. Donc moi, l'œcuménisme, pour moi, c'est une valeur centrale. Et je crois que c'est un discours que la Côte d'Ivoire a besoin d'entendre. Un discours vraiment de rassemblement. Je suis désolé, c'est une longue réponse, hein, mais c'est une question importante. Donc, et je crois que, je dis, mon équation personnelle me permet de dire toutes ces choses-là de façon crédible, sans heurter qui que ce soit. Et enfin, on me le reproche assez, donc je peux le dire. Je suis dans un pays où il y a beaucoup d'immigrés. Mon père lui-même est un immigré. Donc, comme ils disent eux-mêmes, il n'y a pas de Tiamko en Côte d'Ivoire. Bon, ça c'est sûr. On attend. Tiam, c'est Tiam. Mais moi, je dis, soyez fiers de ça. Je vous assure que les autres Africains, ça les impressionne. Ils disent, mais vous êtes un pays extraordinaire. Ou quelqu'un qui s'appelle Tiam peut être élu président d'un grand parti. La plupart des pays africains, dans la plupart des pays africains, ce n'est pas possible. Quand je parle même à des Sénégalais, des Togolais, des Béninois, ils disent, mais chez nous, ça ne pourrait pas arriver. Donc ça, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est une force
que chaque enfant de Côte d'Ivoire puisse se dire, quel que soit mon nom, moi je peux aspirer à être président de la République. Si j'ai les qualités, les gens feront abstraction du nom de mon papa, de ce qu'il y a un village qui porte mon nom ou pas, ils vont regarder la personne et voter pour la personne. Et ça, le PDCI me l'a donné et je suis très fier de ça. Merci, Monsieur le Président, pour ces réponses sincères. Ouais, ça n'arrivera que si vous votez pour moi, malgré tout. Je ne peux pas me faire président de la République. C'est vous qui pouvez me faire président, donc je compte sur vous. Voilà. Comment pouvons-nous améliorer les modalités de financement de notre économie? C'est un sujet important. J'ai vu, vous avez passé tout à l'heure mon intervention de Casablanca, mais c'est un thème sur lequel je reviens souvent. Il y a... Comment dire ça? Bon, je commence par l'accumulation de capital dans l'économie. Une des faiblesses des pays qui ont un modèle économique francophone ou français, c'est l'absence d'un système de retraite par capitalisation. La différence économique fondamentale entre la France et les autres pays comme l'Allemagne, comme la Suisse, comme l'Angleterre, c'est le fait que le système français est un système par répartition, qui est un système qui peut se défendre. Mais dans ce système-là, ce sont les actifs qui payent en cash les retraites des retraités. Dans le système par capitalisation, ceux qui sont en Grande-Bretagne, que je salue, hein, j'ai vécu suffisamment longtemps là-bas, voilà. Chacun accumule au cours de sa carrière du capital. Et c'est ce capital accumulé qui, après 20 ou 30 ans, sert pour payer la retraite de l'individu. Donc la retraite est individuelle et accumulée. Ça paraît anodin, mais ce que ça a permis, c'est la formation de capital de long terme, d'épargne à long terme, long-term savings. Je fais comme William, je parle un peu anglais maintenant. Hein? Long-term savings. Il m'a surpris, je n'ai jamais entendu parler anglais. C'est grâce à vous que j'ai entendu ça. Donc, long-term savings dans l'économie. Et vraiment, si vous regardez l'économie américaine, tous les milliers de milliards de dollars dont on parle, qui sont chez BlackRock, qui sont chez PIMCO, qui sont chez Fidelity, qui sont chez Vanguard, ce n'est que l'argent des fonds de pension. Il faut voir comment l'économie est financée. Donc Silicon Valley, tous les fonds de private equity qui sont à Silicon Valley, qui ont financé Tesla, qui ont financé Google, c'est l'argent des fonds de pension. Ceux qui financent l'économie américaine, ce sont les fonds de pension. C'est cette épargne accumulée qu'il faut placer à long terme avec une bonne rentabilité pour pouvoir payer les retraites. Donc faire du capitalisme et avoir une économie performante sans fonds de pension, ce n'est pas possible. Et donc, prudential, les gens, ceux qui sont en Angleterre comprennent ce que c'est, mais en France, les gens ne comprennent pas ce que c'est comme animal parce que ça n'existe pas. It's a life and pensions company. Ce n'est pas une compagnie d'assurance. Tout ce que Prudential fait, c'est de l'accumulation d'épargne et de l'investissement. Donc, Prudential, à l'époque où je partais, possédait 3% de la bourse de Londres. On était le premier investisseur sur la bourse de Londres. On avait M&G, qui était notre gestionnaire d'actifs, qui avait 350 milliards de livres, plus de 500 milliards de dollars de capital accumulé. Mais tout ça, ça s'investit dans les entreprises, dans l'économie productive. Donc, tout ce long développement pour dire que quand vous avez une démographie jeune, et ça, c'est quelque chose que j'ai fait en Indonésie, que j'ai fait au Vietnam, il faut absolument créer des fonds de pension. Il faut absolument créer des fonds de pension. Et quel que soit le niveau de pauvreté ou de richesse du pays, c'est possible d'en créer en rassemblant des millions et des millions d'épargnants. Et ça, c'est épargne accumulée, là. C'est ça qui doit financer l'économie. Et ce n'est pas vrai de penser que c'est pas possible dans les pays pauvres. Il y a plein de pays pauvres qui l'ont fait, qui ont des fonds de pension, sans compter qu'on a une bombe à retardement démographique. Si on ne le fait pas, comment on va financer les retraites de cette population? On se réjouit toujours qu'on a plein de jeunes, mais ils ne vont pas toujours rester jeunes. On a une démographie qui est énorme. Donc, on aurait dû commencer déjà il y a 10 ou 15 ans. On ne l'a pas fait, il n'est jamais trop tard pour commencer. Mais il faut commencer, il faut créer des fonds de pension. Je veux dire, la CNPS, le président de la CNPS, voici, moi j'en parle avec lui, il comprend ça. Il essaie à sa petite échelle de faire ça, mais c'est quelque chose qu'il faut faire au niveau national et bien au-delà du secteur formel. Je ne veux pas passer la nuit, mais je vous assure, il y a des technologies aujourd'hui digitales etc., qui permettent de faire rentrer tout le monde au-delà du secteur formel, dans un système comme ça. Et ce que ça créera, ce sont des investisseurs institutionnels en CFA. Est-ce que ça vous empêche de verser le monde de la dette? Vous voyez, j'ai parlé depuis 10 minutes du financement de l'économie, je n'ai pas prononcé le mot dette ou endettement. Ce qu'il faut, c'est du vrai capital. Capital qui est à vous, qui est du capital risque qui peut s'investir.
et qui donc, soit vous réussissez, tant mieux, soit vous perdez ce capital et vous n'avez plus rien à payer. La différence entre equity and debt, c'est que si vous avez une entreprise, quelqu'un vous aide en fonds propres, l'entreprise échoue, il perd comme vous n'avez rien à rembourser. Si vous prête de la dette, l'entreprise échoue, vous devez payer. Et cette différence-là est fondamentale, et ça fait que tout acteur économique doit chercher à se financer en equity, pas en dette. Et donc, je dis, ce n'est pas une nouvelle idée. J'ai souvent raconté qu'on a bouclé le financement en 99 du pont Riviera-Marcory. Peut-être les gens oublient, on a fait la première pierre en 99, on a bouclé le 15 décembre 99, au dernier étage de la BAD, avec 25 banques, toujours. Mais le général Koulibaly était là, parce que j'avais demandé au fonds de retraite de l'armée de prendre l'equity dans le pont, parce que c'était un produit parfait avec le péage pour payer les retraites des soldats et des militaires. Et Koulibaly, qui est un bon mathématicien, a compris ça tout de suite. Il a dit, banco, j'y vais. Donc, ce sont des choses qui sont complètement faisables dans nos économies. Regardez en Asie, c'est ce qui s'est passé. Et on peut venir aussi là-dessus. Mais en plus de fonds de pension, il faut aussi un fonds souverain. Et moi, je suis en train d'aider d'autres pays africains à en mettre en place. Et je peux expliquer pourquoi c'est important. Mais en gros, financement de l'économie, il ne faut pas penser dette. Il faut penser capitaux à long terme. Capitaux à long terme. Il faut générer dans votre économie des capitaux à long terme. Et la dette vient par-dessus. Une fois que vous avez un bon niveau de capital à long terme, vous utilisez ça pour emprunter. Mais emprunter quand on n'a pas assez de capital, ça c'est catastrophique. Quelle sera la stratégie du président Thiam pour favoriser l'émergence des champions nationaux? Bon, merci. C'est un débat que je sais qui est très animé actuellement. Moi, l'expression que je vais essayer de promouvoir, c'est des entrepreneurs champions ou des champions entrepreneurs. Parce que mon concept clé, ce sont les personnes. Et l'oiseau rare, c'est l'entrepreneur qui réussit et qui est un bon leader et qui crée de la richesse. Je dis, moi j'ai beaucoup de respect pour le président Obasanjo. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le Libéria. On oublie qu'il a ramené les civils au pouvoir au Libéria, volontairement, qui s'est retiré ensuite, volontairement. Et il fait figure aujourd'hui de sage de l'Afrique. Moi, il me fait la gentillesse, je suis allé le voir, enfin, il me fait la gentillesse de me recevoir, de me donner des conseils. Et bon, moi, c'est mon point de vue que l'Afrique gagnerait à avoir plus de gens comme Obasanjo. Parce qu'une fois que quelqu'un a atteint un certain âge, on préfère les avoir comme source de conseils plutôt que comme patron. Donc, Obasanjo... Je lui dis... Nigeria, l'ancien président du Nigeria. En passant, hein, le dernier coup d'État en Afrique anglophone a eu lieu en 93. Le dernier coup d'État en Afrique anglophone a eu lieu en 93. Donc moi, c'est des gens que je regarde et que je considère comme des modèles. Parce que le jour où l'Afrique francophone pourra dire qu'elle n'a pas eu de coup d'État pendant 30 ans, on aura fait du chemin. Eux, ils peuvent le dire aujourd'hui. Voilà. Pas eu de coup d'État pendant 30 ans. Donc je lui dis, de quoi vous êtes le plus fier? Il dit, moi j'ai créé 50 milliardaires en dollars. Ça sort immédiatement. Il a créé 50 milliardaires en dollars. Et les gens qui font une économie, ce sont les entrepreneurs. Les gens qui font l'économie américaine, c'est Steve Jobs qui a créé Apple, c'est Bill Gates qui a créé Microsoft, c'est Elon Musk qui a créé Tesla, c'est le gars qui a créé Netflix. Ce sont des individus qui ont des qualités absolument exceptionnelles et qui, mis dans le bon environnement, créent des entreprises qui font une différence énorme dans le monde. Je crois que dans les 10 premières capitalisations dans le monde, il y a 8 sociétés américaines. Est-ce que vraiment quelqu'un croit que les Américains ont un QI plus élevé que celui des gens du reste du monde? Non. Moi, je ne crois pas ça. Je crois simplement que l'économie américaine constitue un environnement où le mérite est reconnu, le mérite est récompensé, la prise de risque est encouragée et il y a du capital abondamment. Et aussi, ils prennent du talent partout. 65% des prix Nobel américains ne sont pas nés américains. Aucun pays n'a plus de prix Nobel que l'Amérique. Une fois que le prix Nobel est attribué, personne ne va chercher si le gars était né à Istanbul ou à Abidjan. Donc eux, ils sont pragmatiques. 65% des prix Nobel américains ne sont pas nés américains. Donc c'est cette ouverture au talent qui est extraordinaire, qui fait que ça réussit. Donc, pour résumer, il faut promouvoir des entrepreneurs. Il faut promouvoir des entrepreneurs et après tout le reste va suivre. Il ne faut pas essayer de choisir des vainqueurs.
Il faut créer les conditions d'une saine compétition et que les meilleurs gagnent. Et maintenant, ceux qui commencent à émerger, on va les aider. On va les aider, on va leur donner des marchés, on va les aider à gagner plus, on va les aider à avancer. Mais il faut afficher cette priorité. Moi, je dis toujours, quand j'étais CEO de Prudential, j'allais à Davos chaque année, j'ai même été président du forum de Davos, et j'allais souvent avec George Osborne, qui était ministre des Finances, mais il allait en écho. Chaque fois qu'on était dans l'avion, Londres, Zurich, moi j'étais en business, j'étais CEO, une boîte privée, lui, il me disait, mais c'est l'argent du contribuable. Titi, see you in Zurich. Donc moi je veux une Côte d'Ivoire où il y a beaucoup de gens riches, beaucoup de gens très riches et aucun fonctionnaire parmi eux. L'aspiration à s'enrichir est légitime, elle se réalise dans le secteur privé. Voilà. Quel est votre programme pour soutenir les PME locales? Donc, premièrement, j'afficherai, je l'ai déjà fait, mais que les PME sont ma priorité absolue. Et j'ai toujours dit, que les chefs d'État africains passent trop de temps avec les investisseurs étrangers. Et qu'ils doivent passer, au lieu de faire 80% avec des investisseurs étrangers et 20% avec des investisseurs domestiques, ils doivent faire l'inverse. Il faut passer 80%. Tout le temps que j'étais en Angleterre, j'étais membre du Business Advisory Council de David Cameron. Il avait un conseil du business, et on se réunissait tous les mois, tout le temps. Et il nous écoutait. On disait, voilà, monsieur le Premier ministre, moi j'ai tel problème. Ah, monsieur le Premier ministre, j'ai tel problème. Et donc c'était très concret, et on avançait. Donc ça, c'est absolument certainement une chose que je ferai. De toute façon, moi je suis un homme du privé, je suis un chef d'entreprise, ça m'intéresse de toucher les choses concrètement. Donc avoir un forum et un forum de rencontre régulier avec les entreprises, c'est indispensable, parce qu'elles vous disent ce qui se passe vraiment dans l'économie, il faut les écouter. Et puis ça affiche la priorité qui leur est donnée. Ce n'est pas que c'est la responsabilité du ministère des PME. Moi, en tant que président, je serai responsable des PME, même s'il y a un ministre en charge des PME. Parce que j'ai dit, je veux de grandes entreprises ivoiriennes, et il n'y a pas d'autre recette que d'avoir des PME qui réussissent pour avoir des grandes entreprises. Il n'y en a pas d'autres. Moi, je ferai venir ces gens-là. Je connais beaucoup de... Vous prenez la Chine, il y a tellement de milliardaires. Crédit Suisse, 50% des milliardaires en dollars dans le monde étaient clients de Crédit Suisse. Donc, moi, je les connaissais pratiquement tous, et souvent, beaucoup de Chinois parmi eux. N'importe lequel d'entre eux... Moi, je suis allé en Chine la première fois en 1984. Je leur disais toujours, mais où vous étiez en 84? Et ils me disaient tous, moi, j'avais une chemise, un pantalon et une bicyclette. Voilà. Ces gens-là, vous les voyez aujourd'hui à la tête de Huawei, vous les voyez aujourd'hui à la tête de compagnies de taille mondiale. Ils ont réalisé ça en 30 ans. En 30 ans. Donc, avec l'ambition, c'est possible. C'est tellement bête de dire ça, mais on ne peut réaliser que ce qu'on peut concevoir. Et donc, ne pas avoir d'ambition dans ses rêves ou dans ses idées, c'est se limiter automatiquement dans ce qu'on peut accomplir. Et vraiment, un des virus qu'on nous a inoculés en Afrique, c'est le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi. C'est mortel. C'est mortel. Moi, je vous dirais, il y a des gens qui m'ont dit, mais tu es musulman, tu ne peux pas être président du PDCI-RDA. Bien sûr qu'on m'a dit ça. Il y a des gens qui m'ont dit, tu as eu le bac à Abidjan, tu ne peux pas aller à Polytechnique. Il y a des gens qui m'ont dit, quand je suis allé à Londres, jamais un noir a été CEO d'une entreprise en Grande-Bretagne. C'est pas possible. Tu es un Africain francophone, tu vas dans un groupe britannique, ils vont te manger tout cru. Donc, j'ai eu ça toute ma vie. Maintenant, il y a des gens, comme j'ai dit à Dieu, il y a des gens qui me disent, tu ne seras pas président de la République. Je dis, quand on a commencé les enrôlements, etc., je suis allé partout. Moi, je vais vous dire, je n'ai jamais peur de prendre des risques. Ça, vraiment, je suis quelqu'un, toute sa vie, qui a pris des risques et je n'arrêterai jamais. Parce que qui ne risque rien n'a rien. Et c'est un point dans mon équipe. Vraiment, il y a ce qu'on appelle le downside et l'upside. Les anglo-saxons savent ça. Et je pense que culturellement, on est trop orienté vers le downside. Chaque fois que vous appelez quelqu'un pour lui proposer quelque chose, son premier réflexe,
si ça ne va pas et si ça va de travers, et qu'est-ce qui va se passer? L'anglo-saxon, son premier réflexe, il commence déjà à rêver à la maison plus grande qu'il va acheter quand il aura réussi son coup, que son bonus va arriver, et puis sa voiture, non, il sort du bureau, non mais c'est réel. Il est déjà en train de... Un des premiers conseils, quand je suis arrivé à Londres, j'ai regardé les prix. Ouais, Londres, c'est quand même... Vraiment, j'avais un appartement à Paris, et je n'osais pas acheter un appartement une maison à Londres. C'était juste trop cher. Ça me paraissait vraiment risqué. Et mon patron, après 3 mois, il m'appelle, mais qu'est-ce qu'il y a? Il paraît que tu n'as pas acheté de maison. Je dis non. Et parce que, oui, mais je suis inquiet, parce que ici, je suis français, je suis arrivé ici, et ça se passe mal et tout. Il dit, mais vous les Français, voilà tout ce qui ne va pas chez vous. Et il m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Il m'a dit, plan for success, and success will follow. Il m'a dit, tu achètes la maison la plus chère, tu prends un mortgage aussi gros que possible, et ensuite tu travailles comme un fou pour payer ton mortgage. Et il m'a dit, c'est comme ça qu'on fait tous, et c'est comme ça qu'on s'est enrichi. Et vous êtes là, vous ne pensez que, ah oui, et si tout va de travers. Mais avec, et si tout va de travers, on ne peut jamais rien accomplir, on ne peut jamais rien construire. Donc, vraiment, la chose qui nous nuit le plus, c'est le manque d'ambition et le manque de confiance en soi. Pourquoi j'aime bien parler aux enfants, là, aux petits, etc. Tu es en quelle classe? Tu veux faire quoi? Je les encourage. Parce que c'est le fuel, c'est l'essence de la réussite. Si vous n'êtes pas, qui ne risque rien à rien. Et vraiment, si je peux aussi contribuer à changer cette culture de toujours se protéger. Les gens, ils fuient les responsabilités. C'est une discussion que j'ai eue avec Sonko, parce qu'on parlait de la décentralisation. Et il a beaucoup de mal à imposer la décentralisation, lui aussi, au Sénégal. Parce qu'en fait, dans la plupart des endroits, quand vous donnez des responsabilités aux gens, ils sont contents, parce qu'ils ont envie d'avoir du pouvoir. Il y a des contextes chez nous où quand vous donnez des responsabilités aux gens, ils ont peur. En fait, ils ne veulent pas de la responsabilité de décentralisation. Parce qu'au lieu de penser à la réussite, ils pensent à l'échec. Donc ça, c'est des points culturels. Aucune culture n'est parfaite. S'il y a une culture sur Terre qui se dit qu'elle est parfaite et elle n'a pas à changer, elle va juste stagner et reculer. Ce qui n'avance pas recule. Bon, tout le monde doit changer. Le Japon, en 1865, avec les Meiji, a changé beaucoup de choses. Ils sont toujours en kimono. Hein. Et vous allez là-bas, ils se saluent, ils font hi, mais ils ont changé plein de choses dans la manière dont ils fonctionnent. Quelqu'un a parlé de la compétition. On est dans un monde où la compétition est féroce, qui change à une vitesse absolument inimaginable. Si dans ce monde-là, vous, ce qui vous intéresse, c'est toujours faire la même chose que vos papas et vos grands-papas, et vous dites que vous n'allez jamais changer, vous êtes dernier de la classe, tout le monde va vous passer devant. Il faut voir dans tout ça ce qui est essentiel, ce qui est accessoire. Et donc, moi, je pense que sur les valeurs, on doit être effectivement très ferme et très attaché à nos valeurs. Maintenant, sur les modalités de vie, etc., il faut s'adapter au monde tel qu'il est. Mais bon. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Pour faire de la Côte d'Ivoire une véritable nation excluant les notions de tribalisme, de division politique et qui se centre sur les enjeux sociaux qui s'engagent dans la construction de l'intérêt commun. Vous ne pouvez pas faire une chose et dire autre chose. Ça, c'est corrosif. Donc, en tout cas, moi, quand j'étais au BNET, j'avais 14 directions. Je crois qu'il y avait un baoulé. Bon, tout le monde peut aller vérifier. Et je peux vous dire, Yamoussoukro n'a pas beaucoup de cadres, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Vous pouvez regarder, quand même quand on faisait la réorganisation du PDCI pour nommer les hauts conseillers dans le district, on n'en a pas, on a moins de cadres que tout le reste de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Ça, c'est absolument une volonté délibérée de Houphouët-Boigny. Quand il attribuait les bourses, il réunissait les gens de Yamoussoukro, il dit, bon, vous là, une fois que je donne des bourses à tout le monde, s'il en reste, vous en aurez. Mais ça, c'est un modèle de leadership. Je vous assure, Yamoussoukro a moins de cadres que la plupart des villes de Côte d'Ivoire. Et Houphouët-Boigny a été 33 ans président de Côte d'Ivoire. Et ça, moi, je dis, c'est bien. On doit servir les autres avant de se servir soi-même. Donc, je vais faire une plaisanterie, mais c'est vrai, vous savez, il n'a jamais été élu à Yamoussoukro. Hein. Il s'est fait élire à Kourougou, il n'est pas fou. Quand vous faites ça, ça ne vous rapporte pas beaucoup de voix chez vous.
Mais il était élu nationalement, tout à un coup. Bon, donc le point sérieux que je veux faire derrière ça, c'est que d'abord, il faut des gouvernements plus réduits. La question m'a été posée l'autre jour et j'ai dit il faut des gouvernements beaucoup plus réduits. Si les États-Unis peuvent être dirigés avec un cabinet d'une dizaine, d'une quinzaine de ministres, c'est possible. Mais après, il faut que ce soit clairement méritocratique. C'est pour ça que j'ai commencé par le net. Quand j'étais ministre, mon directeur de cabinet était BT et c'était vraiment délibéré. Et il faut que dans vos décisions, on voit qu'il y a vraiment une volonté d'être juste. C'est la une chose que je voulais dire et j'ai oublié. Quand vous m'avez parlé de pourquoi je veux être président, une des choses que je déteste dans ma vie, c'est l'injustice. Je déteste l'injustice. C'est quelque chose qui me rend vraiment... qui me met en colère et qui est encore une fois corrosif. L'injustice conduit à la violence, l'injustice conduit à la frustration, l'injustice conduit à toutes sortes de choses négatives. Donc il faut que ce soit méritocratique, mais là où dans nos pays c'est compliqué, c'est que l'équilibre régional est beaucoup plus important que dans les pays développés. Parce que les identités sont encore très fortes, hétérogènes, donc il faut tempérer ça avec une certaine dose d'équilibre régional. Moi j'ai eu la chance dans ma vie de voir souvent des remaniements quand vous pouvez appeler mon père qui était ministre de l'Information et la liste changeait toutes les 2 minutes. Parce qu'il regardait. Bon, il y avait les compétences, il y avait ça, mais après, il appliquait une couche qui était vraiment de s'assurer que cet équilibre régional est vraiment respecté et avec sa connaissance du terrain, que bon, le système va fonctionner. Donc c'est ça, je crois que les gens, ils regardent, hein, ils regardent, ils vont regarder les décisions, ils vont regarder les nominations, et il faut vraiment que l'équipe qui dirige la Côte d'Ivoire reflète la composition de la population ivoirienne et la diversité de la population ivoirienne et de façon crédible. Donc ça, c'est une manière... Et puis après, les gens regardent décision par décision. Est-ce qu'on regarde le mérite? Est-ce qu'on regarde l'intégrité des gens? Est-ce qu'on regarde un certain nombre de choses? Tout ça, c'est pas les discours. Parce que ce qui est facile, c'est de créer des hautes autorités de ceci, des hautes autorités de cela. Ce que les gens regardent, c'est ce que vous faites vraiment. Et je crois que les Ivoiriens, je regrette, hein, quand je le vois, il y a beaucoup de cynisme qui s'est développé. Je ne peux pas leur en vouloir, parce que je crois qu'à force d'entendre une chose dite et puis de voir que ce qui se fait est complètement différent, on dit qu'on veut une démocratie apaisée, on fait la RLE, on doit préparer l'élection des prochaines et on ne donne pas un sou aux partis politiques de janvier jusqu'au... On est le combien là 25 novembre. Quand je parle de comportements qui ne sont pas alignés avec les discours, ça c'est un exemple. Or, les gens, ils regardent ce que vous faites, pas ce que vous dites. Donc il faut que ceux qui dirigent le pays soient crédibles et que leurs actions soient alignées avec leurs discours. Et je crois qu'on va y arriver. De toute façon, déjà avec la jeunesse, ces problèmes-là sont un peu atténués. Mais il faut continuer. Il faut continuer à prôner le dialogue, à prôner la paix. Et puis bon, les internats ont fait beaucoup pour la constitution de l'identité ivoirienne. Et après, il faut trouver des mécanismes pour que les gens se connaissent. Il faut trouver des mécanismes pour que les gens se connaissent, d'une région à l'autre, qu'ils parcourent tout le pays. Parce que moi, je trouve la familiarité, ça fait toujours baisser tous ces préjugés-là. En général, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, de ce à quoi on n'a pas été exposé. Donc on fera aussi des initiatives de la société civile pour vraiment encourager ce brassage des Ivoiriens. Parce qu'une fois qu'on a un ami qui vient de tel coin, de Biancouma, c'est différent, on ne traite plus les gens de là-bas de la même façon. Comment, Monsieur le Président, Tidjane Thiam compte redresser le système éducatif dans sa globalité? Ça c'est un sujet... Bon, je vais essayer de faire une réponse plus courte, mais c'est le sujet le plus important de tous. Parce que c'est impossible de bâtir une nation prospère ou qui réussit sans un système éducatif performant. C'est tout simplement impossible. C'est vraiment la base de tout. Je dis souvent même que beaucoup de problèmes de santé ne sont que des problèmes d'éducation déguisés. Les mamans qui ne savent pas que leur bébé qui a la diarrhée va mourir de déshydratation et qu'il faut donc lui donner beaucoup à boire, ce n'est pas un problème de santé publique, c'est un problème d'éducation. Il y a plein d'exemples comme ça, de choses qui se ramènent à des problèmes d'éducation et de formation et d'explication. Donc l'éducation, absolument, est au cœur de... Regardez les pays qui ont réussi. Regardez, tous. Moi, quand je suis allé en Chine en 84, je suis revenu, j'ai dit à mon père, ce pays-là va exploser. Parce que
On est allé à Tsinghua University, les départements, j'y allais en tant que délégation de Polytechnique, au département de français de Tsinghua, mais quand j'ai vu comment ces gens-là parlaient le français, qui n'étaient jamais allés en France, ils n'avaient jamais même quitté la Chine. Et quand je voyais les difficultés parfois que nous, Ivoiriens, ancienne colonie française, on avait à maîtriser le français, les gars là parlaient mieux le français que nous. Vous dites, oulala. Après ça, on faisait tout leur département, le niveau, la chose que le communisme a accompli, c'est ça que les gens oublient dans l'explication de la Chine, c'est 100% d'éducation de la population. Et ça, par rapport à la Chine médiévale, c'était absolument révolutionnaire. Après ça, le reste a suivi. Donc, éduquer la population, c'est absolument indispensable, c'est incontournable. Un élément clé là-dedans, ce sont les enseignants. Moi, je m'intéresse beaucoup à la recherche sur l'éducation. Le facteur clé, ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est vrai, de réussite des étudiants, c'est les enseignants. Les enseignants. Les États-Unis ont un problème de performance scolaire dans le monde et ça parce que leurs enseignants sont très mal payés. Très mal payés, et donc, du coup, ils sont de mauvaise qualité. Et donc, du coup, eux, ils sont obligés d'importer des cerveaux parce qu'ils n'en produisent pas suffisamment de qualité. Ce qui les rend d'ailleurs vulnérables à la Chine, à l'Inde, etc. Mais donc, vraiment, j'ai reçu les enseignants là, avant de partir d'Abidjan la semaine dernière, peut-être mercredi ou jeudi, et vraiment, je leur ai dit, vous étiez les enfants chéris. De Houphouët-Boigny, vous serez mes enfants chéris. Mais ça, je l'afficherai, je le dirai à tout le monde. Si vous voulez savoir l'avenir d'un pays, regardez comment ils traitent leurs enseignants. Vous voulez savoir l'avenir d'un pays, regardez comment ils traitent leurs enseignants. Ça vous dira. D'ailleurs, en France, il y a une dévalorisation complète de la profession d'enseignant. Hein, ce n'est pas un secret. Regardez ce qui se passe. Vous voyez les résultats, la France chute dans les classements PISA chaque année. Ça, ce n'est pas des opinions, c'est des faits. Donc, il faut mettre l'éducation au cœur de tout. Il faut mettre les ressources. Moi, j'ai suffisamment de contacts dans la communauté internationale, etc. Je peux vous dire, pour un gouvernement qui est décidé, ça je le dis vraiment avec complète confiance, à investir dans la santé et l'éducation de façon crédible, les fonds sont disponibles internationalement. Les fonds sont disponibles. Ce qui manque, c'est la confiance. Ce qui manque, c'est la confiance. La confiance dans le fait que les projets vont être effectivement réalisés et que l'argent ne va pas être détourné vers d'autres usages. Mais si vous êtes sérieux, c'est comme ça que le Rwanda n'a aucun problème de financement, parce que les gens ont confiance dans le management du président Kagame. L'argent va là où il a confiance. Ça, c'est une règle universelle. Donc souvent, quand les gens vous disent on n'arrive pas à trouver les ressources, souvent, ce qu'ils devraient dire, c'est que les gens n'ont pas confiance en eux. Quelle est votre analyse de l'environnement politique ivoirien, notamment les relations de notre pays avec ses voisins de la région de l'Afrique de l'Ouest? Comment pourriez-vous améliorer ces relations? Non, je ne comprends pas vraiment presque même la question, parce que le président Houphouët-Boigny ne pensait jamais à la Côte d'Ivoire. Il pensait toujours au minimum à la sous-région, sinon à l'Afrique. Et je crois que, vu notre situation dans le monde, c'est la bonne manière de penser les problèmes. Franchement, on a 750 km de frontière avec le Libéria. Vous prenez le Libéria là-bas. Mais ce sont les mêmes populations qu'il y a de chaque côté de la frontière. Ils parlent la même langue. Vous allez vers la Guinée, là-bas, c'est la même chose. Au Mali, là-bas, c'est la même chose. Au Burkina, c'est la même chose. Au Ghana, c'est la même chose. Au Saint-Oui, il y a plein de gens qui sont... William, je ne te regarde pas, mais il y a plein de gens qui sont ghanéens là-bas. Ils s'appellent William. Bon, Johnson. Donc, on a cette disposition-là partout dans notre pays. Côte d'Ivoire, c'est un bout de Libéria, plus un bout de Guinée, plus un bout du Mali, plus un bout de Burkina, plus un bout de Ghana. C'est ça la Côte d'Ivoire. Même ceux qui sont baoulés, on nous traite de Ghanéens parfois, mais ça fait plus longtemps qu'on est. Donc, tout le monde est venu de quelque part, et ce sont les mêmes populations qui sont de l'autre côté. Donc, vraiment, essayer de nous opposer, ça n'a aucun sens. Hein, c'est le président Houphouët-Boigny qui a dit qu'il ne faut pas aspirer à être une oasis dans un désert, parce qu'en général, c'est le désert qui gagne, et c'est vrai. Donc, il faut voir le paradoxe de... On est là, souvent on demande aux pays occidentaux de nous aider. On veut bien aller à la COP29, demander des milliards de dollars, etc. Mais nous, quand on a des plus pauvres que nous à notre porte, on ne veut pas les aider. Non, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. On se réjouit de ceux qui sont pauvres. On dit, non, qu'à rester chez eux là-bas. On ne va pas les voir chez nous, parce que nous, on a réussi. Mais ça, c'est vraiment réfléchir à court terme.
Réfléchir à court terme. Moi, je dis, c'est comme si vous êtes dans une salle de classe et puis il y a 2 ou 3 qui ont la variole. Toi, tu n'as pas encore attrapé la variole, tu es là, tu es content, tu n'es pas vacciné. De toute façon, vous êtes dans le même espace géographique. C'est pour ça que j'utilise l'analogie de la salle de classe. Dès qu'il y a une maladie, on a vu Ebola, on a vu tout ça, on partage le même espace géographique. Donc, on ne doit penser notre développement que dans le cadre régional. Il faut trouver des stratégies gagnantes-gagnants. Il faut que j'aille parler au président du Burkina pour lui dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Vous savez qu'à l'époque du président, on fait beaucoup de déficits, tout ça qu'on avait, c'était tout l'argent qu'il donnait au pays d'à côté. Mais il ne pouvait pas dire. Il ne pouvait pas dire. Il payait les cotisations du Conseil de l'entente de tout le monde, il payait les trucs d'Air Afrique, il payait les cotisations de la BAD. Vous ne pouvez pas imaginer l'argent qu'il a mis dans s'assurer que les autres pays fonctionnent. Mais ça, c'est la bonne manière de diriger la Côte d'Ivoire. Il faisait ça pour le bien de la Côte d'Ivoire. Pour qu'il n'y ait pas des gens qui viennent attaquer son pays. Essayer de partager la prospérité. Donc vraiment, la vision, c'est celle-là. Il ne faut pas se réjouir du malheur d'autrui. Il ne faut pas se réjouir du malheur d'autrui, parce que demain, c'est toi-même qui vas tomber dans le même trou. Si la Guinée, le Mali, le Burkina ne marchent pas, la Côte d'Ivoire ne pourra jamais marcher. Donc, c'est pour ça qu'il s'inquiétait aussi quand il y avait des coups d'État, qu'il intervenait, etc. On a intérêt à ce que la région soit en paix, qu'on puisse avoir des niveaux de développement intéressants. Quand je faisais beaucoup de promotion des investissements dans les années 90, et là, on était allé en Suisse, paradoxal, mais c'était une réunion chez Crédit Suisse, et j'avais des slides, plein de trucs, je vous montrais la Côte d'Ivoire, ceci, la Côte d'Ivoire, cela, etc. Il y avait un vieux gars là, il ne m'écoutait pas. Là. Tous les déjeuners. Moi, je vais toujours vers les gens qui... Je fais une réunion comme ça au PDCI le jour. Ça m'intéresse toujours de savoir pourquoi les gens sont sceptiques, ou pourquoi ils ne me croient pas, ou pourquoi ils me croient pas. Je lui dis, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mais vous, c'est la Côte d'Ivoire, non? Je dis oui. Il me dit, mais vous avez une frontière avec le Libéria? Je dis oui. Il m'a dit, vous savez, ça fait 150 ans qu'on a comme politique de jamais investir dans un pays qui a une frontière avec un pays en guerre. Donc, monsieur Thiam, merci beaucoup pour votre présentation. C'était très intéressant. Mais à moins que vous puissiez déplacer la Côte d'Ivoire, nous n'allons pas investir en Côte d'Ivoire tant qu'elle est voisine du Libéria. Donc, c'est tout ça pour dire que, espèce d'égoïsme nationaliste, là, l'intérêt bien compris à long terme de chaque pays, c'est que ça marche pour tout le monde. À court terme, il peut y avoir avantage à ce qu'un tel ait des problèmes, mais à long terme, on est tous dans le même espace géographique. Il faut qu'on travaille ensemble, et c'est ce discours qu'il faut tenir. Moi, en tout cas, c'est celui que je tiens, et je sais qu'il est très bien reçu dans les pays d'à côté. Ça ne veut pas dire qu'on va brader nos intérêts nationaux, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas défendre l'intérêt national, mais c'est le type de dialogue dans lequel vous vous engagez. Est-ce que c'est un dialogue à somme nulle, win-lose, ou moi je vais gagner, toi tu vas perdre, ou est-ce qu'on essaie de créer quelque chose qui marche pour les deux pays? Parce que toute la population du Burkina ne peut pas émigrer en Côte d'Ivoire, ni toute la population du Mali. Il faut trouver, étant donné que nous, on a quand même plus de chances et plus d'opportunités souvent qu'eux. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble qui fait que ça marche chez eux et puis ça marche chez nous? À long terme, c'est la seule solution. Si je peux raconter, parce que c'est... En années 90, on m'a envoyé chez... Comment il s'appelle? Lassana Conté. Lassana Conté. Pour essayer de le convaincre de laisser construire la ligne de chemin de fer qui allait amener les minerais de fer de Sipilou jusqu'au port de San Pedro. Et vraiment, c'était une expérience douloureuse pour moi, parce qu'il a dit, perd son âme, mais il a dit, je ne veux pas faire ce projet. Et j'ai dit, mais pourquoi? Et il a dit, parce que ça va profiter à la Côte d'Ivoire. Vous êtes suffisamment riche comme ça. Et j'ai dit, oui, mais c'est vrai, monsieur le président, mais ça va profiter encore plus à la Guinée. Et je vous assure, finalement, il ne l'a pas fait pour cette raison. Et il y a toujours la forêt là-bas, plutôt qu'un chemin de fer. Et donc, cet esprit-là, c'est un esprit qu'en Afrique, on doit vraiment éliminer. Éliminer. Je suis content d'être par terre tant que mon camarade est par terre aussi. Vous êtes par terre tous les deux. Hein? Vous êtes assis par terre, vous êtes content, bon, oui, moi je suis à lui aussi. Moi je préfère qu'on ait chacun une chaise et qu'on ne soit pas assis dans la poussière. Donc c'est ce raisonnement-là aussi dont il faut parfois convaincre les gens. Je suis désolé, mais ça m'est revenu en parlant. Ce genre d'expérience, et ce n'est pas la seule expérience que j'ai eue comme ça, où vraiment
Je dis, je vois par rapport à l'Europe. Des Européens, ils peuvent se haïr et se détester autant qu'on veut. Ils sont toujours capables de s'unir pour atteindre un objectif commun. Et il y a une manière saine de compétir et une manière malsaine de compétir. Et je dis toujours, c'est comme à l'école. Si quelqu'un est meilleur que vous, disons en maths, vous regardez, vous dites, ah, le type vraiment, à chaque fois, il me dame le pion. Bon, moi, en tout cas, je vais essayer de le comprendre, de voir comment il travaille. Je vais essayer de lui poser des petites questions, copier un peu, m'inspirer de ce qu'il fait, voilà. Et puis pour essayer de le dépasser. Ça, c'est la bonne et saine compétition. La mauvaise compétition, c'est je veux l'anéantir. Mais même si vous l'anéantissez, vous restez aussi nul en maths que la veille. Bon, vous avez anéanti quelqu'un qui est meilleur en maths que vous. Ça ne va jamais vous rendre vous meilleur en maths. Or, ce qui doit vous intéresser, vous, dans la vie, c'est de vous améliorer, vous. Moi, on me rapportait des gens, je sais pas, ils sont allés à l'ouest, excuse-moi, occasion, mais ils sont allés voir des gens là-bas. Mais tiens, ils sont allés voir des gens, il faut l'anéantir. Il faut l'anéantir, il faut faire que les Ivoiriens ne l'aiment plus, il faut faire qu'il soit plus populaire. Je dis, mais même si vous accomplissez votre objectif, qu'est-ce que ça va faire pour vous? Vous, ils ne vous aiment pas. Donc s'ils ne m'aiment plus, même s'ils ne m'aiment plus, ça ne va pas faire qu'ils vont vous aimer, vous. L'amour, ça ne fonctionne pas comme ça. Bon, il faut bien rigoler de temps en temps. Mais en tout cas, anéantir autrui, ça, ce n'est pas une bonne manière de se comporter dans la vie. Il faut essayer de devenir meilleur et de dépasser autrui, pas de l'anéantir. Quelles solutions seront mises en place pour que les retombées de la croissance profitent réellement aux populations ivoiriennes, notamment les plus démunies? Il faut vouloir. Il faut vouloir que la richesse soit bien répartie. Donc, en tant que leader, est-ce que votre but, c'est de maximiser la richesse de votre groupe tribal ou ethnique, ou est-ce que votre but, c'est de maximiser la richesse de la nation? Donc déjà, ça commence là. Ça commence là. Il faut vouloir que les choses soient réparties. Il faut accorder de l'attention aux petits. Je l'ai dit, mais je suis fier de la tradition du PDCIRD. Le PDCI, c'est un parti qui a été fondé pour les petits. Même si Houphouët-Boigny était riche à l'époque, il a mené un combat pour le petit planteur africain, pour qu'il puisse avoir un revenu décent. Et donc cette origine-là, c'est important. Il faut vraiment accorder de l'attention aux petits. Il y a... Comment dire ça? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de problèmes. C'est un sujet que j'essaie d'éviter en général, parce que si j'en parle trop, je ne serai jamais élu. Donc, j'évite, c'est la corruption. Mais disons simplement sur ce point-là, il faut faire que les ressources du pays soient bien utilisées. Voilà. Je regardais des chiffres absolument incroyables sur des projets qui font 4 fois, 5 fois le temps, des projets qui doivent durer 24 mois, qui durent 66 mois, des projets qui doivent coûter 20 milliards, qui coûtent 100 milliards. Bon, ce genre de choses, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut bien utiliser les ressources qu'on a, même si on n'en a pas beaucoup. Il faut bien utiliser les ressources qu'on a. Et puis après, il faut la transparence. Okay? Là, le budget est en train de passer à l'Assemblée. On a plusieurs députés dans la salle ici. On a trouvé de l'or, du pétrole et du gaz. Hein? Il y avait le Extractive Industries Transparency Initiative, EITI. Moi, j'ai été impliqué là-dedans. Il y a des standards internationaux de disclosure, de transparence sur les revenus du pétrole dans un État, etc. Mais il faut qu'on les respecte. Il faut que la nation sache quelle richesse est extraite de notre sous-sol, etc. et où elle va. Hein, que les députés, tout ça, puissent exercer un contrôle sur ça et rendre compte à la nation. Il y a des choses simples. Le président Chirac avait donné un stylo à Tony Blair. Et moi, Tony Blair m'a raconté, il me dit, mais vraiment, en France, vous avez des problèmes. Hein, parce qu'il y a une règle, je crois que c'est 200 livres à l'époque. Le chef de l'État, le Premier ministre britannique, n'a pas le droit de recevoir de cadeaux supérieurs à 200 livres. Ou alors, il doit le racheter. Donc, il aimait beaucoup le stylo, mais il a donné le stylo à l'État britannique parce que le stylo de Chirac était trop cher et lui, il ne pouvait pas le racheter. Donc, il y a des règles de fonctionnement qui sont importantes. Ouais. C'est un tas de petites choses. C'est un tas de petites choses. Mais c'est la rigueur. Et c'est possible. Moi, je vois, bon, les gens souvent parlent du BNET, ils sont fiers. Moi, j'ai participé, j'ai quand même créé le BNET. Et on était arrivé à avoir ce genre de culture.
Parce que si vous arrivez à embaucher des gens de qualité, en fait, les environnements positifs attirent les gens de qualité. Moi, je sais, quand j'étais au Vietnam, j'ai pris du Prudential, il y avait des problèmes de corruption, etc. avant, et nous, on avait dit zéro tolérance pour la corruption, mais on est arrivé à attirer des Vietnamiens de meilleure qualité. Parce que c'était des gens qui avaient envie de travailler dans un environnement propre et sain, pour un employeur qui avait clairement affiché la couleur et qui disait « nous, on ne rentre pas dans ces choses-là ». Donc, il y a du travail à faire, mais je pense que c'est possible. Il y a plein d'Ivoiriens qui vivent dans plein de pays dans le monde, qui sont des citoyens honnêtes, qui ne posent aucun problème de corruption, etc. C'est que quand on a un système qui laisse à désirer, il y a du travail pour le redresser. Mais bon.